Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. On va commencer dans un instant. On va attendre que tout le monde se connecte. On va commencer dans quelques instants notre 47e Lunch and Learn de la chaire philanthropie sur le thème le don dans l'économie. Bienvenue à tous et à toutes. On va commencer très bientôt. Merci d'être là, fidèles au rendez-vous. Voilà, je suis très heureux de vous accueillir pour cette 47e édition du séminaire Lunch and Learn de la chaire philanthropie de l'ESSEC. Nous allons commencer. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Arthur Gauthier. Je vais animer ce séminaire qui va nous emmener jusqu'à 13h45 environ. Avant de vous parler du sujet du jour et de nos invités, simple rappel de quelques règles, euh, on va dire, de bonne conduite dans Lunch and Learn. Donc, par défaut, votre micro est désactivé. Vous pourrez l'activer quand on sera au moment où on posera des questions à nos invités, bien sûr. Les caméras activées de préférence pour qu'on puisse vous voir, c'est toujours appréciable. Je crois qu'on sera encore plus d'une centaine aujourd'hui à se connecter. Si vous pouvez prendre une minute pour vérifier que votre nom sur Zoom est bien le bon, vous pouvez par exemple afficher votre nom, prénom et organisation en faisant un simple clic droit, je crois, sur votre nom dans la liste. Ça permet en fait d'avoir votre identité si vous souhaitez la partager. Pour poser vos questions, donc on aura deux modalités. Une première modalité par écrit, par le chat. Donc, ce sera avec voilà, l'outil discussion conversée que vous avez normalement affiché. Et puis, vous pourrez aussi lever la main. On aura des temps de questions et réponses avec nos deux invités. Le séminaire est enregistré. Vous pourrez le réécouter en replay sur YouTube et on n'hésitera pas à le repartager avec vous. Donc, merci encore. On a aussi un live tweet hein, si vous voulez. Et vous pouvez utiliser donc, l'indicatif qui est indiqué, chère fille LL pour Lunch and Learn. Voilà, en quelques mots, ces détails Je sais pas, pour la ça, bonne utilisation de notre, j'en ai plus aussi. de notre séminaire. Alors, on va commencer tout de suite par une rapide présentation eh bien voilà, de notre sujet du jour et de nos intervenantes. Nous allons parler aujourd'hui du don dans l'économie. C'est un titre qui fait écho à un ouvrage coécrit par l'une de nos intervenantes, hein, Françoise Benamou, que je vais présenter dans un instant. C'est un titre évocateur puisque on va parler à la fois de la façon dont la science économique et les économistes ont traité la question du don, de la générosité dans leurs travaux. Et puis, ça nous permet aussi de parler de la place qu'occupe aujourd'hui le don dans l'économie française. Et c'est à ce titre-là donc, que nous avons choisi d'inviter deux experts pour aborder ce sujet. D'abord, Françoise Benamou, Françoise qui est professeure des universités, professeure émérite à l'université de Sorbonne Paris-Nord. Françoise Benamou qui est aussi présidente du Cercle des économistes. Elle a un grand nombre de fonctions que je ne vais pas pouvoir toutes lister en préambule, mais elle est très active dans des conseils scientifiques de l'ARCOM, la CNIL, le Centre national de la musique, la Bibliothèque nationale de France ou encore le programme Demos de la Philharmonie de Paris. Et Françoise Benamou a l'auteur de nombreux livres et articles sur l'économie, notamment l'économie de la culture. Vous la connaissez peut-être pour cette casquette. Et avec sa collègue Nathalie Moureau, elle a sorti aux éditions La Découverte, dans la collection Repères, un ouvrage, donc Le don dans l'économie, dont on va parler, puisque c'est ce qui a aussi inspiré le titre de notre épisode. Et pour parler et dialoguer avec Françoise Benamou, nous aurons le plaisir aussi d'accueillir Laurence Lepetit. Laurence est la déléguée générale de France Générosité depuis 2018. France Générosité, c'est le syndicat qui regroupe les associations et les fondations qui font appel aux dons, à la générosité du public. Et en cette qualité, donc Françoise
Laurence incarnera la voix des associations et des fondations qui collectent, lèvent des fonds auprès du grand public. Laurence a un background dans le milieu culturel également, puisqu'elle a commencé sa carrière comme attachée culturelle à l'ambassade de France, et puis elle a aussi été secrétaire générale de l'ONG Cartooning for Peace, que vous connaissez sans doute. Donc on est très content aussi de recevoir Laurence et d'avoir la voix de franche générosité dans cet épisode de notre séminaire Lunch and Learn. Voilà pour les présentations liminaires. Je vais, comme on le fait d'habitude, vous proposer un petit sondage pour commencer, pour s'échauffer, pour se mettre dans le bain, en lien avec notre sujet du jour, avant de passer la parole au premier intervenant, donc à Françoise Benamou. Alors, vous êtes 80, nous sommes 99 participants actuellement sur le séminaire. Vous allez recevoir une proposition pour voter un sondage. Le voici. Je vais vous lire la question. Parmi ces motivations du don, laquelle n'a pas été étudiée par la science économique? Alors, vous avez un certain nombre de choix. J'ai repris certains concepts issus de certaines théories sur les motivations du don. Et donc, il y a un intrus. Est-ce que c'est l'altruisme impur, les abondements, les incitations fiscales, l'altruisme par empathie ou la pression sociale? Voilà, on vous laisse quelques instants pour répondre à ce petit sondage qui nous permet un petit peu de nous mettre dans le sujet. Et on va partager les résultats dans un instant. Vous êtes déjà soixantaine à avoir voté. D'après vous, parmi ces motivations du don, laquelle n'a pas été étudiée par la science économique? On vous laisse encore quelques instants pour répondre et je vous expliquerai dans un instant la réponse, car il y a une bonne réponse dans ce sondage. On demandera d'ailleurs à Françoise Benamou ce qu'elle en pense, peut-être en discussion. Alors, on va partager les résultats. Merci d'avoir voté. Je crois qu'on peut... voilà. Vous avez normalement les résultats qui s'affichent. Alors, effectivement, bravo aux 26 qui ont répondu l'altruisme par empathie, empathy altruism, qui est en fait un concept qui a été introduit en psychologie sociale, notamment par le psychologue Batson, qui était un peu l'intrus, puisque tous les autres concepts de motivation qui sont affichés sur votre écran ont été étudiés récemment ou il y a quelques années par des économistes. Et on reparlera justement avec Françoise Benamou de la frontière entre les disciplines, notamment entre la science économique et les autres sciences sociales. Merci en tout cas d'avoir voté. Sans plus attendre, je souhaiterais accueillir Françoise Benamou pour qu'elle prenne la parole et puis qu'on puisse commencer donc notre première présentation. François, je crois que vous pouvez réactiver votre micro et je vais vous laisser partager votre écran, je crois. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Pendant que j'essaye de partager mon écran, voilà, il faut que j'enlève le sondage. Merci Françoise, on voit, ça s'affiche parfaitement. On voit, ça va. J'essaye de... Excusez-moi, j'essaye de... Voilà. Ça va? Vous voyez mon écran? Oui, très bien. Alors, bonjour. Eh bien, écoutez, d'abord, merci pour cette invitation à la discussion, même si je me désole de ces discussions à distance. On a tellement envie de voir le visage et de pouvoir discuter en vrai, si je puis dire, en présentiel avec les gens, mais en même temps, c'est vrai que ça permet de partager la discussion avec des gens qui n'auraient peut-être pas pu se déplacer. Donc voilà, des avantages et des inconvénients. Mais donc, je suis très heureuse de cette discussion et peut-être quelques mots sur la façon dont Nathalie Moureau et moi-même, car nous avons écrit le livre « Le don dans l'économie » vraiment à deux voix, nous sommes entrés dans le don, si je puis dire, en dehors de nos pratiques respectives. Nous venons plutôt de l'économie de la culture, toutes les deux, et on a vu, dans le fond, on a vu le don s'immiscer dans l'économie de la culture à la française. On était très habitués à faire
appelle plutôt à l'État qu'aux mécènes, et on se rend compte aujourd'hui de l'importance du mécénat, et je dirais aussi d'une espèce de paradoxe sur lequel je reviendrai, c'est-à-dire le mécénat est très important dans le discours, dans les pratiques aussi, hein, c'est vrai, mais dans la réalité, peut-être quelquefois un peu décevant, en ce sens où il apparaît vraiment aujourd'hui, en tous les cas, dans le mécénat à la française et dans le monde tout particulièrement, dans les grandes institutions culturelles en tout cas, comme parfois la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire c'est un plus, c'est ce qui permet, c'est vrai, d'acquérir une certaine liberté, de développer certains programmes, mais il reste quand même à la marge dans les financements de la culture. Voilà, mais en tous les cas, voilà de là où nous sommes partis, si je puis dire. Alors, je voudrais développer quelques points, et puis on verra ce qu'on a le temps de développer, ce qu'on n'a pas le temps de développer. Peut-être un premier point sur le fait que c'est à la fois pour les économistes un sujet central, parce que ça pose plein de questions, qu'il y a des travaux économiques, etc., et, disons-le, périphérique. C'est aussi une énigme, et je reviendrai sur le pourquoi de ce terme énigme, et cela tient peut-être en particulier au caractère très plastique du concept de don, à la variété des sujets qu'on peut développer derrière. Et je dirais qu'il y a certains sujets qui sont naturels pour l'économiste, c'est de réfléchir à l'incitation au mécénat, à la fiscalité, à la sensibilité à la conjoncture, et puis d'autres qui sont peut-être, de mon point de vue, plus stimulants parce qu'ils nous challenge, hein, nous économistes, quelles sont les valeurs qui président au comportement, quelle est la place du marché et la place respective, si je peux dire, du marché et du mécénat, la relation publique-privée, et puis je conclurai sur quelques réflexions rapides. Alors, sujet central, comme je vous l'ai dit, c'est une source de financement, bien entendu. En même temps, il faut voir, par exemple, prenez l'Opéra de Paris, qui est quand même un des lieux où on a peut-être plus de facilité à aller chercher du mécénat que pour d'autres institutions. Eh bien, le mécénat, ça n'est jamais que 8% du budget de l'opéra. Et pour la Comédie Française, d'ailleurs, c'est à peu près le même pourcentage, c'est-à-dire avec un budget, bien entendu, beaucoup plus petit que celui de l'Opéra de Paris, puisque le budget de la Comédie Française est d'un peu moins de 25 millions, ben vous avez un mécénat qui était de l'ordre de 2 millions en 2018. Donc, beaucoup d'efforts pour collecter de l'argent privé, on y arrive, mais qui reste en même temps à la fois très important et encore peut-être moins développé qu'on pourrait le souhaiter. C'est aussi un élément du vivre ensemble, le mécénat, me semble-t-il, et surtout quand on réfléchit au don dans son ensemble. Donner, c'est un geste qui est un geste pas simplement de la personne qui donne à l'association ou à la personne qui reçoit, etc., mais ça va beaucoup plus loin, c'est un signal et de ce point de vue-là, je pense que son importance est probablement sous-estimée par les économistes. C'est aussi, alors pour les économistes, et vous allez le voir, c'est un peu le sens de mon propos aujourd'hui, c'est un moyen de tester des hypothèses théoriques, des hypothèses d'économistes, et d'étendre, parce que nous ne résistons jamais à cela, nous économistes, d'étendre le domaine de la science économique. C'est vrai qu'on a tendance à aller vers d'autres champs, et le mécénat en est une occasion. Il est entré tardivement, le mécénat, dans notre champ de réflexion, à nous économistes, mais de manière assez robuste, hein, et on voit qu'il y a pas mal de développements aujourd'hui extrêmement intéressants. Alors, pourquoi c'est une énigme ? Pourquoi c'est un peu une énigme ? Eh bien, tout simplement parce que la question que se sont posées les économistes, c'est qu'il y avait quelque chose qui résistait dans le mécénat, parce que nous faisons l'hypothèse de la recherche de l'intérêt personnel, et cet intérêt personnel pouvant rencontrer d'ailleurs l'intérêt collectif. Et dans le fond, ça résiste à l'idée d'un comportement désintéressé de celui qui donne.
Et donc, on va avoir à la fin du 19e siècle quelques réflexions pour essayer de faire rentrer une espèce de coefficient de sympathie dans la théorie des contrats. C'est notamment le cas de Edgeworth, mais ça restera lettre morte. Et puis, il faudra atteindre pratiquement la fin des années 50 pour qu'une recherche sur la philanthropie, qui est aux États-Unis, qui sera portée notamment par le National Bureau of Economic Research, soit développée. Alors, les économistes revisitent à cette occasion une de leurs hypothèses centrales, justement, qui est celle d'un homo economicus, qui est égoïste et même, on pourrait dire, opportuniste, et on va commencer à introduire la générosité dans nos modèles. Et à la fin des années 60, la philanthropie et plus largement ce qu'on pourrait appeler l'analyse des comportements généreux va trouver un véritable cadre analytique et on parlera même de comportements prosociaux plus tard. Et tous ces développements vont donc être assez importants, même s'ils restent quand même très longtemps à la marge de la science économique, mais surtout ils seront portés par des économistes de premier plan. J'évoque Gary Becker qui aura le prix Nobel d'économie et qui va essayer de définir ce qu'on appelle une fonction de bien-être social, une fonction d'utilité du consommateur dans laquelle on intègre le don. On intègre la générosité. Et puis, on va avoir quelqu'un comme, alors je ne vais pas tous les citer, Vickrey, Boulding et Buchanan. Buchanan est un économiste très important à l'origine d'une école qu'on appelle le public choice et qui va développer toute une théorie qu'on a appelée le dilemme du Samaritain, dans laquelle il présente à quels effets indésirables peut conduire la générosité. Il expliquera que la générosité, dans le fond, elle désincite celui qui reçoit de l'argent à faire un effort. C'est très important parce qu'on aura donc tout un courant d'économistes qui sera très méfiant vis-à-vis du don. Donc, un courant qui intègre le don dans les fonctions d'utilité des consommateurs, des individus, des agents économiques, et puis un courant très réticent par rapport à la générosité. Et ça marquera beaucoup tout ce qu'on peut appeler l'économie du don. Alors, si je vais plus loin, pourquoi? Après, il va y avoir beaucoup de travaux d'économistes qui vont s'attaquer au sujet, si je puis dire, au sens positif du terme, mais en même temps hésiter devant la plasticité de ce concept. Toutes les questions qu'on peut se poser, plasticité dans le don depuis l'époque romaine et jusqu'à aujourd'hui, évidemment, la notion de don a changé donc dans le temps, mais elle change aussi dans l'espace, avec d'un côté un don à la française, si je puis dire, où la philanthropie procède de la question de la dignité de l'homme, de l'idée qu'il faut se rendre utile à la société, et puis une philanthropie, je dirais, à l'américaine, extrêmement développée, avec au centre le concept d'altruisme, mais avec ce qu'on pourrait appeler une éthique de l'enrichissement, c'est-à-dire je m'enrichis et ensuite je rembourse une sorte de dette sociale par ma générosité. Et ces deux manières de voir vont se retrouver ensuite dans les hypothèses des économistes quand ils réfléchissent aux dons, avec des questions, toutes les questions qu'on peut se poser par rapport aux dons qui donnent, avec une opposition entre ce qu'on pourrait appeler la philanthropie de masse. C'est une expression qui est avancée par Olivier Zunz dans son magnifique travail sur la philanthropie. Et puis, ce qu'on pourrait appeler, je ne crois pas qu'on utilise le terme dans notre livre, mais on aurait pu tout à fait le faire, une philanthropie de classe, qui dit bien son nom. Et puis, l'opposition entre est-ce que c'est plutôt les entreprises ou plutôt les particuliers qui donnent. On sait que, par exemple, aux États-Unis, plutôt les particuliers, les entreprises le font bien entendu, mais la masse du don, c'est plutôt les particuliers. Alors pourquoi? Pour quelle cause? Et pour quelle cause? Et ça, c'est absolument central. Et on a plein de travaux d'économistes dont je vous parlerai très rapidement sur les motivations du don.
combien? Et à la question, par exemple, combien on donne depuis les sommes très importantes, regardez tout ce qui s'est passé autour de l'incendie de Notre-Dame, et puis l'arrondi de quelques centimes au Monoprix quand on fait nos courses et qu'on nous propose d'arrondir la somme que l'on donne, ce qui pose d'ailleurs beaucoup de questions, ce micro-don qui existe avec les paiements, mais qui peut être fait sur salaire ou fait dans un cadre bancaire, ce micro-don qui marque en même temps une espèce d'encastrement du don dans un acte d'achat, c'est-à-dire finalement dans le marché. Et on voit la relation entre le don, la générosité et le marché que j'évoquais tout à l'heure. Et puis comment on donne, sous quelle forme, en nature, le temps au fondement du bénévolat ou sous forme de compétences et ou sous forme d'argent bien entendu, et dans toute la réflexion sur le don en nature, vous avez des travaux d'économistes très intéressants sur la question du don par exemple et du cadeau au moment de Noël, où est-ce qu'il faut donner sous forme d'argent ou est-ce qu'il faut donner sous la forme d'un cadeau qui sera éventuellement revendu avec ce que les économistes ont appelé la perte sèche liée à toutes ces reventes. Le don peut être direct, il peut être intermédiaire, avec beaucoup de questions sur le don, là aussi intermédiaire. On a beaucoup travaillé, par exemple, sur les avantages et les inconvénients de l'intermédiation via, par exemple, toutes sortes d'institutions, qui a l'avantage, évidemment, de la professionnalisation du don. Et puis, un inconvénient, il y a des coûts de transaction liés à l'intermédiation. Et puis enfin, des travaux sur la technologisation, si je puis dire, pardon pour l'expression, du don via le numérique, avec le développement, toutes sortes de développements, y compris les développements du côté du financement participatif. Donc vous voyez beaucoup de sujets, j'essaye d'aller vite. Je dirais qu'il y a des sujets naturels pour l'économiste. Alors, l'évaluation, d'abord, quelles sont les sommes en jeu? Et là, je vais sauter cela parce que je pense que France Générosité est bien plus compétent que moi pour en dire quelques mots, mais on pourra y revenir. La question de la fiscalité va être centrale, évidemment, pour les économistes. Alors, la politique d'encouragement aux dons via la fiscalité, elle est largement développée, bien entendu, aux États-Unis. Elle a été développée en France, tout particulièrement à la faveur de la loi Ayagon, que vous connaissez sans doute tous, qui a largement étendu l'avantage fiscal pour le don et qui a conduit la France à être parmi les pays, si ce n'est le pays le plus généreux pour la générosité, si je puis dire. Hein. Voilà, avec des notions clés autour de la fiscalité, c'est-à-dire la fiscalité, l'avantage fiscal qu'on donne aux donateurs, c'est ce qu'on appelle une dépense fiscale en économie, c'est-à-dire c'est un manque à gagner pour l'État. Et donc, on a beaucoup réfléchi sur ce manque à gagner. Et le deuxième domaine de réflexion, c'est une incitation au don. Et quelle est l'efficacité de cette incitation? Évidemment, deux questions centrales. Alors, pour que cette dépense fiscale soit justifiée, pour que l'incitation vaille la peine, il faut au moins trois conditions. Il faut que l'individu, bien entendu, soit imposable, donc ça ne concerne que les individus imposables, qui posent des questions d'ailleurs. Il faut qu'il soit informé de l'avantage fiscal, et enfin, il faut qu'il souhaite le faire jouer. Certains ne le souhaitent pas, et ce qui est tout à fait d'ailleurs comment dire, généreux de leur part. Alors, en cas de réforme fiscale, il faut distinguer ce qu'on appelle un effet prix, un effet revenu. Vous voyez, j'essaye de rentrer un petit peu dans le travail de l'économiste. Un effet prix, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, dans le fond, si j'ai un avantage fiscal, le coût du don ou le prix du don pour moi va diminuer. Et la question est de savoir quel est l'effet de cette diminution. Et puis, il y a un effet revenu, c'est-à-dire si, par exemple, l'avantage fiscal ou une mesure fiscale, tout simplement, fait que mon revenu augmente, quel est l'effet sur ma pratique de don? Est-ce que aussitôt j'augmente mes dons ou est-ce que ça reste pareil? Alors, les résultats des études, eh bien, écoutez, je vais vous dire, on trouve un peu de tout, mais moi, je trouve qu'elles convergent, notamment les nombreuses études qui ont été faites aux États-Unis, dans des contextes différents, notamment dans la seconde moitié des années 60, mais pas que, elles convergent vers l'idée qu'il y a une sensibilité du don à son coût effectif, c'est-à-dire à son prix, en fait. Et elle n'est pas négligeable. Hein. Autrement dit, on est sensible
à l'incitation fiscale. Et puis, quand le revenu augmente, le don augmente, mais c'est légèrement positif, c'est-à-dire c'est pas comme ce qu'on appelle les biens de luxe où quand le revenu augmente, eh bien finalement la consommation de ces biens augmente encore plus. Ça augmente, mais pas tellement. Voilà les grands résultats. Je dirais aussi qu'on s'est interrogé, je ne sais pas combien de temps il me reste, je vais essayer d'aller vite, sur le coût du don pour l'État, c'est-à-dire dans le fond, l'État perd de l'argent, est-ce que ça vaut la peine ? Alors c'est compliqué, d'autant plus qu'il y a eu tout un débat en France, par exemple, sur le fait que cette fameuse dépense fiscale, ça représente 930 millions par an, c'est pas rien. Débat aussi autour de ce que ça a représenté, par exemple, pour le groupe LVMH, à l'occasion de la construction de la Fondation Vuitton, où finalement la déduction fiscale totale a été de 518 millions d'euros, ce qui n'est quand même pas rien. Et donc, la réponse des économistes, elle est très mesurée. Souvent, les économistes disent je vais regarder le coût et l'avantage. Eh bien, dans le fond, si l'individu réagit positivement à une baisse du prix du don, c'est-à-dire s'il donne encore plus, eh bien, ça vaut le coup, à ce moment-là, de mettre en place cette incitation fiscale. Sinon, non. Il faut vraiment regarder au cas par cas. Et vous avez des travaux très intéressants qui ont été menés sur la France à la suite de la réforme de 2003 et même à la suite aussi de la réforme de 83 qui avait durci les conditions nécessaires à l'obtention de déductions fiscales. Et on voit que la sensibilité du montant du don au changement de taux de fiscalité est relativement faible, mais elle est plus forte chez les plus riches. Et puis, le deuxième élément, c'est qu'il faut faire très attention aux résultats parce que quelquefois, on peut avoir une fausse sensibilité, c'est-à-dire comme, par exemple, on peut moins déduire d'argent, et bien de ce fait, on va moins déclarer les contributions et donc, ce n'est pas les contributions qui ont baissé, c'est les déclarations de contributions qui ont baissé. Donc, c'est toujours difficile de regarder les résultats. Et il y a des travaux intéressants, notamment d'ailleurs des travaux de Tirole, qui montrent que l'incitation peut même avoir un effet contraire à l'effet escompté. Ça s'est vu notamment dans les dons de sang et dans d'autres cas. Quand ça heurte ce qu'on appelle, nous, les motivations intrinsèques de celui qui donne, c'est-à-dire, dans le fond, je donne par générosité. Et si tout à coup, on me met en place une incitation fiscale, dans le fond, mon action désintéressée, elle est désormais dictée ou elle semble dictée par l'intérêt et du coup, je donne moins, paradoxalement. Donc, tous ces travaux montrent qu'il faut être extrêmement prudent sur les changements de fiscalité. Alors, il y a des travaux aussi sur le don comme substitut ou complément de l'effort public et ce qu'on appelle les effets d'éviction. Et c'est très compliqué de trouver des effets d'éviction. Il y a beaucoup de recherches et il n'y a jamais en tout cas d'effet d'éviction total. C'est-à-dire si l'État met de l'argent, c'est pas pour autant que les donateurs vont donner moins et réciproquement. Mais il y a quand même un petit effet d'éviction. Et là, je dirais aussi prudence. Excusez-moi d'aller si vite, mais je vois que le temps passe. Et enfin, des travaux sur la relation entre conjoncture économique et dons. Il y a beaucoup de travaux très, très intéressants qui ont été menés notamment aux États-Unis, où la littérature économique est très développée sur le don. Et on montre que quand même, je dirais que le don est sensible à la conjoncture, et notamment, par exemple, quand il y a eu la crise des subprimes, les dons ont diminué, ce qui n'est pas tout à fait étonnant parce que cette crise des subprimes, elle a véritablement réduit le niveau de richesse de toute une classe moyenne qui avait l'habitude de donner dans ce pays. La crise sanitaire en France n'a pas affecté, et même il y a eu un effet même de compensation, les dons, du moins l'année qui a suivi cette crise. Alors, dans ce qui est peut-être le plus intéressant pour nous économistes, il y a toute la question des motivations, des valeurs qui président au don. Et je dois dire que, par exemple, Jean Tirole, que j'évoquais tout à l'heure, prix Nobel d'économie, a travaillé lui aussi sur les motivations et il distingue ce qu'il appelle les motivations intrinsèques, c'est-à-dire qui relèvent vraiment de l'altruisme, de ce qu'on appelle, ce que quelqu'un comme Andréoni a appelé le warm glow, c'est-à-dire le vrai plaisir de donner, et puis les motivations extrinsèques, c'est-à-dire un intérêt matériel,
des bénéfices privés induits, etc. Puis il y a aussi des motivations de réputation. Et tout ça va se mêler. Et ce que vont faire les économistes, c'est essayer, je vais sauter ça, d'intégrer toute cette question des motivations dans tout un pan de l'économie qui se développe énormément ces dernières années, qu'on appelle l'économie comportementale. La méthodologie, c'est tout simplement, on reproduit en laboratoire, un petit peu en chambre, des situations économiques pour voir comment les gens réagissent. Et on a beaucoup travaillé sur toutes ces questions pour essayer de comprendre quelles sont les motivations du don. L'économie comportementale servant à beaucoup d'autres choses que la connaissance du don. Et il y a plein d'exemples. Alors, je vais vous en donner un. Voilà, j'en ai un sous les yeux. Don en nature ou en argent. On aura tendance à faire attention quand le donateur considère que le receveur risque de prendre de mauvaises décisions avec son don. Et alors, un exemple, c'est le donateur qui veut verser, par exemple, de l'argent à son petit-fils sur un compte bloqué. Pourquoi il met un compte bloqué? Parce qu'il veut éliminer 2 catégories de biais. Il veut en réalité imposer ses préférences à lui. Il veut éliminer ce qu'on appelle le self-control en économie, c'est-à-dire un usage de l'argent à des fins différentes de celles qui sont considérées comme pertinentes par celui qui donne. Ça peut être l'alcool, vous donnez de l'argent à un sans domicile fixe qui peut-être va s'acheter une bouteille d'alcool. Moi, je dis pourquoi pas, mais voilà, on voudrait qu'il achète autre chose, ou là, dans le cas du grand-père. Et puis, ce qu'on appelle l'incohérence temporelle, c'est-à-dire celui qui reçoit va être plus sensible à la dépense immédiate qu'au fait de garder l'argent pour un peu plus tard, pour faire mieux avec l'argent qu'on lui a donné. Voilà. Et une autre question qui est posée enfin, et pardonnez-moi d'aller si vite, que nous posons, nous, dans notre livre, c'est est-ce qu'on est dans un cas avec le don ou dans certains cas, parce que, et là ça concerne plus peut-être les entreprises que les particuliers, un cas de ce qu'on pourrait appeler un pollueur-payeur, c'est-à-dire vous avez une entreprise qui à une action qui n'est pas nécessairement bénéfique, et puis ensuite qui va compenser en quelque sorte cette action, c'est-à-dire en quelque sorte dépolluer. C'est Roosevelt qui disait que la dépense des plus riches en bienfaisance ne saurait compenser l'inconduite qui les a conduits à pareille richesse. Alors, voilà, est-ce qu'on est dans un cas de pollueur-payeur, c'est-à-dire où le philanthrope essaierait de réparer en quelque sorte un préjudice qu'il aurait causé d'une manière ou d'une autre du côté des inégalités ou d'autres choses, par exemple Total qui pollue et qui ensuite va donner de l'argent à l'économie verte. Alors, il y a une grande différence avec le pollueur-payeur. C'est dans le cas du pollueur-payeur, ce qu'on appelle le pollueur-payeur en économie de l'environnement, c'est l'État qui décide quel sera le montant de la taxe, de la compensation. Là, je dirais que c'est le pollueur, c'est-à-dire c'est l'entreprise qui décide de ce montant, ce qui pose quand même beaucoup de questions sur quelquefois les inconvénients qui sont mis aussi en avant par certains économistes du don. Et il y a tout un courant autour de ce qu'on a appelé l'altruisme efficace, on pourra en discuter. Alors, une conclusion sur les politiques publiques, je crois qu'il est très important d'abord de bien présenter le don. Bien présenter le don, si vous le présentez comme un manque à gagner pour l'État, c'est mal parti pour le don. Et on voit bien que dans la tradition à l'anglaise ou à l'anglo-saxonne plus généralement, c'est plutôt l'idée d'un complément apporté par l'État, apporté à l'État, pardon, ou par le donateur. Et donc c'est intéressant cette tradition-là parce que ça veut dire qu'on positive beaucoup plus le don. Je crois qu'il y a un deuxième sujet que je trouve très important et dont les politiques publiques devraient s'emparer, c'est que le don crée des concurrences pour le don, bien entendu, et ces concurrences, ce sont quelquefois des concurrences déloyales. En tous les cas, on ne part pas avec les mêmes atouts. Et je crois qu'il y a un vrai sujet autour de cela pour réfléchir justement à rendre ces concurrences peut-être plus loyales. Et puis, dernier point, je crois que dans les 3 options, entre guillemets, si je puis dire, c'est-à-dire le don substitut au financement public, complément
ou complément, évidemment, il faut jouer la carte de la complémentarité. Et toute la question à ce moment-là à se poser, c'est celle du bon équilibre entre financement public et dons, de telle sorte que le donateur ne soit pas en position, toujours, d'infléchir les choix publics, mais plutôt de partager la décision du choix ensuite de la politique qui va être menée. Je vous donne un exemple, et on est parti de là, c'est l'introduction de notre livre. Prenez par exemple du budget de l'OMS versus celui de la Fondation Melinda et Bill Gates. L'OMS devient tout petit par rapport à cette fondation, c'est-à-dire la politique mondiale de la santé se conduit beaucoup plus du côté de la fondation que de l'OMS. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Je ne veux pas apporter de jugement, mais en tous les cas, c'est quelque chose sur lequel il faut évidemment réfléchir. Alors, je vais m'arrêter, il y avait d'autres choses dans mon PowerPoint, mais je vois que j'ai déjà trop parlé, et merci beaucoup donc de votre attention. Un grand merci, Françoise, pour votre intervention très, très riche et effectivement très complète en si peu de temps. On a quelques minutes seulement pour une première salle de questions, plutôt de précision sur des choses que pourrait présenter Françoise. On aura évidemment beaucoup plus de temps à l'issue de la deuxième présentation par Laurence Le Petit pour avoir un vrai débat. Mais voilà, si vous avez déjà des questions ou des réactions, je vois aussi que mes collègues ont peut-être aussi des points à soulever. N'hésitez pas, on a voilà, 5 minutes à peu près pour demander des précisions peut-être à Françoise Benamou. Donc voilà, vous pouvez le faire par le chat. Certains d'entre vous l'ont déjà fait. On a essayé de partager aussi des ressources issues notamment de travaux que Françoise Benamou a évoqués. Alors, y a-t-il des mains qui se lèvent pour une question? Anne-Claire, peut-être? Oui, alors, non, là, je voyais simplement une question de Franck Bourdi du Lions Club. La place du don de soi, comment l'évaluer? Oh, alors, tout dépend de ce qu'on entend par là. Ça renvoie notamment, bien entendu, au bénévolat. Alors là aussi, il y a eu beaucoup de travaux d'économistes. Alors, les économistes se sont penchés sur le bénévolat, beaucoup sous l'angle, et notamment en France, sur travail gratuit versus travail payant. J'aime pas trop cette entrée que je trouve très, très réductrice. Donner un peu de soi, je pense que c'est quelque chose qui est loin d'être réduit à sa dimension économique. Alors ensuite, vous avez des évaluations, ce que représente le bénévolat, beaucoup d'heures. J'ai vu une chose qui m'a frappée de sondages sur le bénévolat où les gens disait beaucoup qu'il faisait beaucoup de bénévolat, ça m'a semblé tout à fait excessif. Donc le sentiment du bénévolat est plus important que la quantité réelle de bénévolat qui est fournie. Et puis il y a, j'ajouterai en plus sur le bénévolat peut-être un point qui me semble important, c'est qu'il y a vraiment un rapport très très différent dans les pays anglo-saxons et chez nous au bénévolat. Hein. Et on le voit par exemple avec tout ce qui est du domaine du patrimoine ou par exemple au Royaume-Uni, ce sont des milliers de bénévoles qui contribuent à la conservation du patrimoine, alors que c'est beaucoup moins vrai chez nous. Alors, il y a cette acception, évidemment, du don de soi, et puis ensuite, on pourrait parler du don d'organes, du don de sang, etc. C'est une autre question. Alors, il y a une autre question d'Élise Renaudin d'École Humain qui demande, parmi les motivations des donateurs, sait-on quelle est la motivation la plus fréquente entre dons par altruisme pur, attente d'une réciprocité, attente de réputation? C'est une question que tous mes étudiants me posent sans arrêt aussi. Et c'est une colle. C'est une colle parce que c'est une affaire ensuite de sondage et si vous voulez, les économistes ont tendance à mettre en avant l'altruisme.
Ils vont mettre, enfin, il y a des travaux économiques extrêmement importants. Il y avait une littérature énorme où on fait comme ça la liste des motivations et on les entre dans les fonctions d'utilité, si je puis dire, des donateurs pour essayer de voir qu'est-ce qui va jouer. Et on va essayer de faire la part entre ce qu'on appelle l'altruisme pur et l'altruisme impur, mais il n'y a pas, à ma connaissance, et peut-être, sauf les travaux justement d'organismes type France Générosité qui interrogent les gens en leur demandant « mais pourquoi vous donnez ?» Mais sinon, on n'a pas de réponse d'économistes qui soit pertinente. Très bien, merci Françoise. On a une contribution aussi de Lucie dans le chat qui nous parle, du don comme une énigme aussi pour les sociologues et les autres, voilà, les autres Et sciences j'aurais humaines. dû, peut-être juste une petite remarque, nous partons évidemment de Marcel Mauss et du donner, recevoir, rendre, et on est parti dans notre livre, on a eu un gros travail sur Mauss et les suivants, si je puis dire, là, toute cette tradition de sociologie et d'anthropologie qui a bien mieux parlé du don que les économistes. Mais ce qu'on a essayé de faire, c'est de montrer qu'est-ce que les économistes ont en quelque sorte récupéré de toute cette tradition intellectuelle pour essayer de comprendre le don. Très bien, je vois qu'il y a d'autres questions, mais comme on doit rester dans les temps, je vais vous proposer de clore cette première partie, et encore merci à Françoise Benamou pour cette présentation. Avant de donner la parole à Laurence Lepetit, un deuxième et dernier sondage qu'on va vous partager. On va se baser sur les enquêtes de l'organisme Recherche et Solidarité, qui publie chaque année une enquête passionnante sur le don des Français. Alors, une petite colle là aussi, question pour vous. D'après Recherche et Solidarité, quelle tranche d'âge parmi les contribuables français consacre le plus grand pourcentage de leurs revenus imposables aux dons? Et ce pourcentage est d'à peu près 2,5%. Alors, d'après vous, quelle tranche d'âge parmi les contribuables français consacre le plus grand pourcentage de leurs revenus imposables aux dons? Est-ce que c'est les moins de 30 ans, les 30-39, les 40-49, les 50-59 ou les 60-69 ou les 70 ans et plus? Il y a une dernière réponse. Si vous allez jusqu'en bas pour faire défiler les réponses possibles. On va partager ça dans un instant. Je vois que vous êtes à peu près 80 à avoir voté. On vous laisse encore quelques instants. Et puis, on va partager les résultats. D'après Recherche et Solidarité, quelle est la tranche d'âge parmi les contribuables français qui consacrent le plus grand pourcentage de leurs revenus aux dons? En tout cas, dans les déclarations d'impôts, on en reparlera. Hein, avec Laurence, c'est la partie visible de l'iceberg de la générosité, hein, celui qui transite par les déclarations de revenus. Alors, je vous propose de partager vos réponses. Donc, vous voyez ce qui s'affiche à l'écran. Donc, les réponses les plus populaires, la tranche des quinquagénaires, des sexagénaires ensuite, et des 70 ans et plus. Eh bien, il se trouve que c'est, étonnamment, les deux catégories les plus généreuses en termes d'efforts de générosité par rapport à leurs revenus imposables. Eh bien, ce sont à la fois les plus jeunes et les plus vieux. Et oui, ce sont les moins de 30 ans et les 70 ans et plus qui, d'après les derniers chiffres dont on dispose, consacrent plus de 2,5%, 2,5 ou 2,6 selon les différentes estimations ces dernières années, à la générosité. Et en fait, on a une courbe en U, c'est-à-dire que en gros, ceux qui font l'effort de générosité le moins important, c'est les tranches du milieu, donc les 40-49 et les 50-59. Il y a plein de raisons pour expliquer ça. On en reparlera peut-être avec Laurence et avec Françoise. L'idée étant que voilà, on a souvent cette idée reçue que les jeunes ne donnent pas assez en fonction de leurs revenus imposables. Et là, on pense à une question, hein, puisqu'il y a des dons qui ne sont pas, des dons qui sont faits par des gens qui ne payent pas d'impôts. Eh bien, on voit cette courbe en U dans l'effort de générosité. Ça me paraissait intéressant de le rappeler et puis d'introduire le sujet que va aborder Laurence plus généralement, de la démocratisation du don et de la place du don dans l'économie française. Laurence, c'est à toi. Donc, merci beaucoup d'être là, Laurence Lepetit, pour France Générosité.
Merci beaucoup, Arthur. Et puis, merci à la chaire de l'ESSEC pour cette invitation. Bonjour à tous et toutes. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Et voir si ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne de votre côté? C'est en train de charger. On va sans doute, ça va s'afficher dans un instant, je pense. Voilà. Alors là, il faut simplement, je pense, mettre le plein écran et ça sera parfait. En tout cas, on voit bien l'écran. Alors là, on a perdu les slides, Florence. Alors, Laurence, je ne sais pas si, voilà, les slides réapparaissent. Alors là, on a le mode présentateur. Mais... Ok, alors comment je peux faire ça? Je pense que le plus simple, c'est... Est-ce que là, c'est bon pour vous? Normalement, je vous ai basculé en mode je vous ai basculé. Mais justement, non, on voit toujours le mode présentateur. Le mode présentateur. Bon, alors on recommence. Écoutez, je suis désolée, sinon on va essayer de faire ça le mieux possible. Hop, hop. On a testé pourtant tout à l'heure. Hein. C'est les joies du direct. Alors, hop. On peut très bien les laisser en zoomant un peu plus, hein, comme ça. Est-ce que là, vous avez le mode plein écran? Alors, je crois que c'est en train de charger. Ça devrait s'afficher dans un instant. Sinon, je vais faire sans présentation. Hein. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Alors, encore un chargement en cours, mais je pense que c'est juste une question de... Alors, pendant que ça charge, je peux commencer l'introduction, comme ça, on ne perd pas de temps. Tout à fait. Si ça vous va. Voilà, donc Laurence Le Petit, donc je suis la déléguée générale de France Générosité. Donc depuis 25 ans, France Générosité, c'est le syndicat des organisations d'intérêt général qui font appel à la générosité du public. Donc on va représenter toutes les grandes associations et fondations sur tout le spectre de l'intérêt général. C'est 136 membres. Ces 136 membres représentent à peu près 7,4 milliards d'euros de ressources. Et sur ces 7,4 milliards d'euros, il y a 2,8 milliards qui viennent de financement privé, notamment de la générosité des particuliers. Est-ce que vous voyez mon écran cette fois-ci? Alors, on voit l'écran PowerPoint, mais on ne voit pas le mode plein écran. Mais je pense que ce n'est pas très grave si... Alors, voilà, bon, si vous avez quand même la présentation, ou est-ce que vous voyez quand même Est-ce que là, je ne sais pas comment faire mieux. Hein. Moi, je l'ai en grand écran. Ouais, je le suis déjà en plein écran de mon côté. Ben, nous, en tout cas, on ne le voit pas. En tout cas, pas moi. Je pense que c'est pareil. Je pense que c'est peut-être une question de matériel. Est-ce que vous voyez le mode présentateur ou vous voyez le plein écran? Non, on voit ni l'un ni l'autre. On voit les slides sur la gauche. Je vais rester là pour éviter que ça plante. Je suis désolée. OK. Donc, les missions du syndicat, c'est représenter et défendre le secteur de la générosité, accompagner et soutenir les membres de France Générosité. Et puis, on a une dernière mission qui est le développement de la générosité. Je vais en parler juste une toute petite minute, qui va s'opérer de deux manières. Une mission qui est tournée vers le grand public avec un site de promotion de la générosité auprès du grand public qui s'appelle infodon.fr et un volet recherche et études qui est celui qui nous intéresse plus particulièrement ce matin, puisque France Générosité opère à la fois un centre de ressources sur la collecte en France, dont l'étude phare que la plupart d'entre vous connaissent et qui a été citée par le professeur Benamou tout à l'heure, qui est l'étude baromètre de la générosité que nous faisons 2 fois par an. Donc, on a une analyse par trimestre et une analyse annuelle sur un panel de plus d'1 milliard de dons de l'ensemble de la générosité en France. Et nous contribuons donc à produire de la statistique sur le don en France, ce que l'État fait assez peu, comme le mentionnait Arthur tout à l'heure. Et puis, nous développons également depuis 3 ans, et on y reviendra un petit peu après, une réflexion sur la dimension sociétale de la générosité. Et c'est un axe de développement que nous allons renforcer ces prochaines années. Dans cette perspective, nous sommes partenaires depuis cette année de l'Institut français du mouvement associatif et dans lequel nous
conduisons un groupe de travail qui a pour ambition de faire un état des lieux de la connaissance sur le financement, sur le lien entre philanthropie et association. Et donc, c'est un groupe de travail dans lequel nous sommes impliqués aux côtés de l'Association française des fundraisers. Et j'ai cru voir Yael Aferiat tout à l'heure et le Centre français des fondations. Nous sommes également partenaires du Centre d'économie de la Sorbonne et de la chaire ESOP sur les questions d'économie sociale, protection et société. Nous accueillons conjointement un doctorant en CIFRE au sein de France Générosité en économie comportementale sur les préférences sociales et le don. Alors, je vais revenir évidemment à un sujet qui a déjà été abordé en première partie ce matin, qui est la question de la réduction fiscale. Évidemment, vous l'avez rappelé à raison, hein, la générosité de la politique fiscale en France. C'est un des terrains qui a été le plus regardé par les économistes français. Il y a de nombreuses études économiques sur le lien entre incitation fiscale et dons. J'ai plongé moi-même en arrivant chez France Générosité en 2018 dans les papiers de Camille Landais et de Gabriel Fac sur le sujet. Alors effectivement, j'arrive en 2018, qui est une période un peu particulière pour la générosité en France, puisque la fiscalité du don est au centre de l'actualité. On est en pleine réforme et en pleine réforme de transformation de l'ISF en IFI. On aborde le débat autour du mécénat des grandes entreprises avec un plafonnement du mécénat des grandes entreprises qui aura lieu au bout d'un an de débat. Et puis en marge, c'est aussi le contexte du prélèvement à la source et du passage au prélèvement à la source, et de la bataille gagnée par France Générosité pour obtenir l'acompte sur les dons en janvier, comme sur l'emploi à domicile. Donc, moi, j'arrive en tant que déléguée générale et je passe 2 ans dans la fiscalité avant que commence un nouveau chapitre qui est la valse politique des réductions fiscales. Donc là, je vous ai mis 3 extraits de coupures de presse qui montrent de quelle manière à la fois, on a vécu en fait dans ces années-là avec l'État qui nous imposait, je veux dire, un discours sur le coût du don et la fiscalité du don, et de l'autre qui utilisait la réduction fiscale à des visées politiques pour mettre l'accent, un coup de projecteur sur certaines causes plutôt que d'autres. Donc là, évidemment, c'est le 75% pour Notre-Dame, mais ça va être également le 75% pendant la période Covid sur les dons occultes, et puis un peu plus tard, en 2020, sur les associations de lutte contre les violences conjugales. À chaque fois qu'on nous a interrogés du côté de France Générosité sur ces dispositifs, on a en fait émis un avis assez défavorable en disant que pour nous, ça ne faisait que complexifier le paysage de la fiscalité du don, et puis ça nous faisait encore et encore finalement réduire la question du don à cette question de la fiscalité, ce qui nous pose quand même un vrai sujet depuis un certain nombre d'années. En effet, finalement, si on regarde la question de l'incitation fiscale, c'était une des questions, la question des motivations du don, c'était une des questions tout à l'heure. On fait des enquêtes, effectivement, où on interroge un panel. Alors, dans le cadre de cette enquête, c'est un panel de 3000 personnes. Donc, c'est un sondage sur les critères d'incitation au don. Et on voit très vite que la question fiscale, elle arrive en 6e position et loin derrière la question de la transparence financière, de l'efficacité des actions ou des causes qu'elle soutient. Donc l'incitation fiscale, c'est surtout une manière de donner plus, mais ce n'est en aucun cas le premier levier d'action du don, et ce que la plupart d'entre vous savent bien. Et puis ça pose aussi un sujet quand même, je vais dire un sujet presque moral, qui est renvoyant les motivations du don aux incitations fiscales, c'est de renvoyer l'altruisme à des motivations égoïstes. Et ça, c'est aussi un autre sujet pour ceux qui collectent de manière globale. Alors Laurence, excusez-moi, je vous interromps parce que vos slides ne passent pas. Ce que je vous propose, c'est que je vais les présenter parce que j'y ai accès. Donc, si vous pouvez arrêter votre partage d'écran et comme ça, je vais pouvoir… Vous ne les voyez pas, d'accord. Voilà. Bon. Est-ce que là, donc là, j'ai arrêté. Voilà. Et donc là, normalement, tout le monde doit voir les slides. Oui, c'est bon. Alors du coup, j'en suis à l'incitation fiscale n'est pas la première motivation du don. Hop là, exactement. Parfait. Merci. Super. Si vous me faites signe chaque fois que vous voulez que je change de slide, je vais agir dans ce sens-là.
Ok. Bon, de toute façon, je ne vais pas être très longue sur les motivations du don parce qu'il y a eu plein de travaux en neurosciences et en psychologie. Puis Arthur Gauthier a aussi beaucoup écrit sur cette question, donc je ne reviens pas là-dessus. Mais voilà, je voulais juste le reposer comme un élément de contexte et vous dire pourquoi finalement France Générosité, face à l'ensemble de ce discours sur la fiscalité, va choisir en fait de s'intéresser plutôt à ce podium des motivations du don. Alors, on ne va pas regarder, enfin, la question de la transparence financière, évidemment, on l'aborde dans notre travail d'accompagnement des membres, mais c'est avant tout le travail des labels de grande qualité de notre secteur que sont les labels du don en confiance ou d'IDEAS. Et donc, nous, on va regarder, on va plutôt se centrer sur la question de l'efficacité des actions, de son impact. Et puis, plus récemment, l'année dernière, on a essayé de zoomer aussi sur la question des valeurs des donateurs, puisqu'aujourd'hui, c'est le 4e critère d'incitation au don. Alors, je vais vous demander de bien vouloir, du coup, continuer et m'emmener à la slide d'après. Hop, voilà, merci beaucoup. Alors, du coup, j'essaye de naviguer entre mes écrans. Donc, ce qu'on va commencer, donc ce qu'on va faire, donc on est dans ce contexte de réforme fiscale, on est aussi très interpellé par les critiques qui sont de plus en plus violentes sur la philanthropie. Donc là, on en a parlé tout à l'heure, on est dans le contexte des incendies de Notre-Dame. Il y a également la sortie de livres qui ont été présentés et discutés, je crois, dans le cadre de la chaire également, qui sont notamment des livres plutôt centré sur la philanthropie américaine, avec cette thèse que la philanthropie confisquerait l'intérêt général. Donc là, je pense bien sûr à Rob Reich, qui dit que les philanthropes américains ont créé un système qui assèche le bien public, ou à l'ouvrage de Vincent Hédin qui parle de perversion de la philanthropie. Alors là, forcément, nous, ça nous interpelle beaucoup parce qu'on est sur un contexte américain qui n'a absolument rien à voir avec le contexte français. Le contexte américain, pour rappel, c'est un don moyen à 2 500 $ et une générosité des particuliers à 450 milliards, soit 60 fois plus que chez nous. Et puis, en France, on a évidemment, et vous le savez tous, un taux de prélèvement obligatoire et une protection sociale qui sont sans commune mesure. Donc, nous, ce qui va nous interroger, c'est d'abord comment est-ce qu'on peut avoir un discours qui est un discours français et qui pose l'articulation entre financement public et privé de l'intérêt général. Et donc, on va faire une première étude à l'échelle des membres de France Générosité sur des chiffres 2016-2018 et qu'on renouvelle maintenant chaque année pour regarder sur les 2,8 milliards de ressources privées collectées auprès du public, quelle est finalement sa place dans les modèles économiques par mission sociale de nos membres. Et donc là, on va voir que selon les missions sociales représentées au sein de France Générosité, cette générosité ne va pas peser de la même manière. On va aller de 6% dans le médico-social, par exemple, puisque c'est des modèles économiques qui sont extrêmement assis sur des financements publics. Mais cette générosité, elle va être ciblée, c'est-à-dire qu'elle va venir financer des choses que la puissance publique ne vient pas financer, comme l'accompagnement des familles ou la prévention. Donc là, on agit bien en complémentarité. Par contre, si on regarde la recherche médicale, là, on est sur des chiffres, on est à 50-50. Et si on zoome même sur des programmes de recherche particuliers, aujourd'hui, la recherche contre le cancer en France, elle est financée à 49% par des financements privés. Et donc, ce sont les grandes fondations françaises, la Fondation ARC, la Fondation pour la recherche médicale, la Fondation de France et la Ligue contre le cancer qui financent la moitié finalement de la recherche médicale dans ce domaine. Et puis, on va voir une autre étude en 2019 pour creuser finalement l'utilité, la place, le rôle de la générosité dans le contrat social français. Donc là, on revient à ce que disait le professeur Benamou tout à l'heure. On va interroger finalement cette question de la complémentarité entre ce que vient financer la générosité et l'action publique. Et en 2021, on fait une série d'études de cas. On va s'interroger aux impacts économiques de la générosité et à l'efficience de la générosité pour ces parties prenantes publiques. Je veux bien la slide d'après. Merci. Alors, on va faire 9 études de cas qui sont des études de coûts évités. Donc, une étude de coûts évités, on s'intéresse finalement à un programme dont on peut suivre l'évolution de la situation d'un bénéficiaire et on va identifier une politique publique qui lui est rattachée. C'est-à-dire que, par exemple, on va avoir un programme associatif accompagnant des sortants de prison et on va regarder ce programme versus la politique publique de réinsertion.
Et on va évaluer comment, en accompagnant ces bénéficiaires, on évite des coûts pour la puissance publique. Évidemment, dans les exemples que nous avons choisis, ces programmes sont financés en tout ou partie par la générosité du public. Si on peut passer à la slide d'après. Donc là, je vous ai pris 2 exemples pour expliquer cette démarche. Le premier, c'est le programme de prévention de la contamination au VIH et aux hépatites virales qui est mené par l'association AIDE. Donc, on a un centre de santé sexuelle à Paris, dans le 19e, qui est financé à 40% par la générosité du public et qui met en place un programme de prévention thérapeutique qui est financé à 100% par la générosité. Ce programme de prévention thérapeutique, il permet de diviser par 10 les contaminations au VIH et par 15 les risques d'infection à l'hépatite C. Donc, on sait que ce programme, il évite des contaminations et il va éviter des traitements dont les coûts publics sont connus. Et donc, on va regarder sur une population de 4000 personnes accompagnées par ce centre de santé sexuelle, combien de contaminations sont évitées, combien de traitements ne seront pas administrés. Et là, on découvre que ce programme, qui est financé à 100% par la générosité du public, a permis de faire économiser 13,8 millions d'euros à la sécurité sociale. Là, la générosité, elle agit comme un laboratoire de la politique publique. Elle va permettre de tester un traitement et une fois l'efficacité prouvée, il pourra être éventuellement passé à l'échelle. Dans le deuxième exemple, on est sur le programme des apprentis d'Auteuil, des jeunes sortis de l'aide sociale à l'enfance. On connaît la trajectoire de ces jeunes s'ils ne sont pas accompagnés et notamment les répercussions sur l'emploi et l'accès au logement. Donc, dans ce projet, on va étudier la trajectoire de 125 jeunes et à la sortie de l'accompagnement mis en place par les apprentis d'Auteuil, on voit que seulement 3% d'entre eux vont être SDF contre 43% sans le programme et que 53% d'entre eux auront trouvé un emploi. En termes d'efficacité, on peut évaluer que l'accompagnement proposé par les apprentis d'Auteuil a permis 1,2 million de coûts sociaux évités par la puissance publique. Dans ces 2 exemples, finalement, la générosité, elle vient à la fois comme un laboratoire et elle vient faire une prévention des dépenses publiques. Ce qui est intéressant aussi dans le cas des apprentis d'Auteuil, c'est qu'aujourd'hui, ce dispositif il a été déployé à l'échelle de plusieurs départements et que pour la première fois depuis le démarrage du programme, un département finance à 100%, donc sur des financements publics, le programme de la Touline. Et donc là, on revient un peu au débat qu'on pouvait avoir tout à l'heure, qui était est-ce que la générosité est une dépense publique ou est-ce que c'est un investissement et donc est-ce qu'on travaille en complémentarité avec l'État? Laurence, Oui. je m'excuse parce que je suis sûre que la question vous sera posée par la suite. Est-ce qu'on a une idée du coût de la générosité pour l'État dans le cadre de ces 2 projets-là, c'est-à-dire quel a été à la fois le montant de générosité globale entre guillemets investi et qu'est-ce qui a été réellement déduit du coût des impôts par les donateurs, ce qui permet de mettre en relation le coût pour l'État versus les économies réalisées. Est-ce qu'on a cette estimation-là? Alors, on a cette estimation, on est capable, donc effectivement, sur la Touline ou les apprentis d'Auteuil, on est sur un budget d'1,5 million qui a été financé à 41% par les financements publics et à 59% via du mécénat d'entreprises et fondations. Et on est capable de dire que pour 1 euro de dons investis, on a 6,2 euros de coûts sociaux évités à terme et on a bien pris en compte la réduction fiscale dans ces calculs. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, du coup, je vais me permettre de continuer peut-être parce que je vois que le temps tourne. Est-ce que je peux avoir les slides d'après? Alors, ce que je voudrais, voilà, donc je le rappelais tout à l'heure, pardon, excusez-moi, parce que là, c'est mon écran qui ne marche plus non plus. Hop là. Donc, l'incitation. Donc, je reviens sur finalement. Donc, je vous ai montré comment on s'est intéressé à la question de l'efficacité des actions. Et maintenant, je voudrais vous parler d'une étude qui est plus récente et qui est tout à fait expérimentale pour nous. On a regardé la question des valeurs, du poids des valeurs finalement dans l'acte de don. Françoise Benamou le disait tout à l'heure, la générosité, c'est un élément du vivre ensemble. On avait profondément cette intuition.
Et donc, quand on va découvrir le travail de Destin commun en 2022. Donc, Destin commun, c'est un laboratoire d'idées et d'actions dont la mission est de lutter contre les phénomènes de fragmentation et de polarisation qui fragilisent la démocratie et la cohésion sociale. Donc, ils vont utiliser une méthodologie fondée sur la recherche en psychologie sociale pour faire un portrait des Français. Et donc, ils vont faire ils vont proposer, je veux dire, une lecture de la société française en 6 familles de valeurs. Donc, on va découvrir ce premier travail en 2020 et puis un second travail au moment des élections présidentielles l'année dernière sur l'abstention. Et ça va faire écho en fait à une étude précédente qu'on avait fait en 2015 avec le CERFI, qui avait fait un lien entre dons et participation citoyenne. Et on avait croisé à l'époque les données territorialisées des dons avec la participation électorale. Et on avait vu qu'en fait, les territoires où la générosité était la plus élevée étaient les territoires où la participation électorale était la plus forte. Et donc, on s'est posé finalement la question de ce lien entre générosité et cohésion sociale. Je veux bien la slide d'après. Alors, pourquoi on se pose ces questions? On se pose aussi ces questions parce qu'on fait face à un phénomène. Alors, toujours, on est quand même dans ce contexte à la fois politique et très critique sur la philanthropie. Et puis, on analyse nos chiffres, notamment du baromètre de la générosité Vision Donateur. On voit bien qu'on a aussi une évolution sociologique de la générosité en France. On a une baisse du nombre de nouveaux donateurs, de l'ordre de 9% entre 2011 et 2021. On a une concentration générationnelle des donateurs qui sont de plus en plus âgés. On a une concentration économique, puisque les 1% des plus généreux génèrent près d'un quart de la collecte. Et puis, une concentration géographique dans les grands centres urbains et les littoraux aisés. Et en face de ça, évidemment, le corollaire, c'est on assiste aussi à une forte diminution ces dernières années des petits dons. Donc, ce qu'on appelle les petits dons, c'est les dons de moins de 150 €. Et donc, on se pose la question de savoir si cette concentration qu'on peut observer dans les chiffres de la collecte, on va la retrouver dans les profils de valeur de Destin commun. Et donc, c'est la slide d'après, s'il vous plaît. Et donc là, effectivement, on assiste, on fait cette enquête, on croise les données et on voit bien que il y a 2 familles de valeurs qui ressortent très fortement comme des familles de valeurs qui ont une appétence pour la générosité, qui sont les 2 familles de valeurs qui sont sur la gauche, qui sont qualifiées par la typologie de Destin commun comme les militants désabusés, les stabilisateurs. Et on est sur 2 profils de valeurs qui sont tout à fait différents, à la fois sociologiquement, en termes d'âge, en termes de niveau de revenu et de spectre politique. On est plutôt dans une population au centre ou plutôt à gauche. Et puis, on va avoir des familles de valeurs qui sont plus éloignées de la générosité ou alors pour laquelle la générosité va fonctionner différemment et en tout cas, elle ne va pas fonctionner via les intermédiaires que sont les associations et les fondations. Et donc, on va interroger dans le cadre de cette étude, je passe très vite, mais vous aurez les liens dans le chat pour la regarder plus en détail parce qu'elle est très intéressante. Et sur la slide suivante, on va regarder la corrélation entre la confiance interpersonnelle et la générosité. Donc là, je vous ai mis à l'écran un exemple d'une question, qui est une question qui est très souvent posée dans les enquêtes internationales, qui est le lien entre la proportion à faire un don financier et à aider son voisin. Et donc là, on voit que les populations qui font des dons sont aussi des populations qui sont plus à même d'apporter une aide de proximité à son voisin. Et donc que les donateurs sont davantage impliqués dans le tissu social. Et puis, on va regarder sur la slide suivante encore un autre facteur qui est le lien entre générosité et confiance dans le collectif. Donc là, j'ai mis à l'écran uniquement la réponse à 4, tiers de confiance qui sont identifiés comme des tiers de confiance qui peuvent représenter la confiance dans le collectif. On va trouver les scientifiques, les associations de proximité, votre député et les journalistes. Et là, encore une fois, on va voir que la population donatrice, elle est très au-dessus de ceux qui ne donnent pas dans leur part de confiance envers ces différentes représentations. On est sur une étude de sondage, donc des écarts de plus de 10 points, c'est des écarts qui sont vraiment substantiels. Et donc, avec cette étude, ce qu'on a regardé finalement, c'est que la générosité, évidemment, elle produit du lien social parce qu'elle finance,
Mais on peut aussi se poser la question, finalement, de la diversité de nos profils des donateurs pour renforcer le caractère démocratique de la philanthropie et donc sa légitimité. Et puis, on peut aussi se poser la question, et c'est ce que Madame Benamou, j'aimais beaucoup votre expression tout à l'heure, qui était de dire que la générosité était un élément du vivre ensemble, mais on peut aussi se poser la question sur le fait que le don, ça permet aussi de rétroagir positivement sur le sentiment d'appartenance au collectif. Et donc, on a très certainement des questions à se poser pour creuser, enfin, on va dire des pistes de réflexion et de recherche complémentaires à poser. Peut-être un tout petit mot de conclusion, c'est de dire, bon, bah voilà, nous, on est très convaincus sur le fait que chez France Générosité, que le don et la générosité doivent être étudiés sur toutes ces dimensions, évidemment sur sa dimension économique, mais aussi sur l'articulation économique et puis politique entre financement public et privé dans la production de l'intérêt général, dans le contexte français, et je pense que ça c'est très important de le dire, il y a un contexte français, voire un contexte européen, et ce n'est pas le contexte américain, et puis également de creuser cette question du lien entre générosité et cohésion sociale, et je pense qu'effectivement on a tout un champ de discussion encore à avoir sur cette question de l'équilibre de la décision, du partage de la décision que vous évoquiez tout à l'heure. Et c'est avec cette idée en tête que le syndicat porte avec d'autres têtes du réseau du secteur la conviction qu'il faut une politique publique de la générosité qui soit co-construite avec les acteurs. Merci. Un grand merci, Laurence, pour ce propos et puis pour ces exemples très, très parlants hein, d'études justement qui allient à la fois une dimension économique, mais aussi voilà, une dimension sur les valeurs, une dimension sur les groupes sociaux. Je trouve ça intéressant d'en parler. Ça fait écho aussi au propos de Françoise Benamou sur finalement le fait que dès qu'on parle d'économie du don, on en vient aussi aux questions de psychologie, de sociologie. Finalement, tout ceci est difficile à réduire uniquement à des chiffres. Et donc, c'était intéressant d'avoir cette perspective. On a un peu de temps pour le débat, pour vos questions. Donc, on a le chat pour ceci. Vous avez, pour certains, déjà posé des questions. On a aussi la possibilité vous pouvez ouvrir demander, lever la main avec la fonction sur Zoom. Pour ceci, je crois qu'il faut simplement aller aller dans les réactions en bas de Zoom et demander à prendre la parole. On a une première question peut-être pour Laurence en réaction à cette présentation. Et puis ensuite, je donnerai la parole à Françoise hein, qui a demandé Françoise, vous voulez peut-être ajouter un mot avant qu'on prenne les questions du public? Non, oui, je veux bien. J'ai trouvé ça très intéressant. Merci beaucoup parce que ça donne plus de concret à ce que j'ai pu raconter. C'est très bien. Je crois qu'on est tout à fait en résonance. Le travail que vous avez fait sur l'abstention m'a beaucoup intéressée parce qu'on a travaillé pour le Conseil d'analyse économique avec Yann Algan notamment et Olivier Alexandre et on avait montré que l'abstention diminuait quand les collectivités locales mettaient plus d'argent sur la culture. Et dans le fond, ça rejoint un peu ce que vous dites, c'est-à-dire cet ensemble, j'ai appelé le vivre ensemble, la culture, le don, c'est-à-dire ce qu'on a tendance à mettre à la marge, c'est la cerise sur le gâteau. Non, c'est au cœur de nos sociétés et dans toutes les questions qu'on peut se poser sur l'avenir de la démocratie, etc., c'est fondamental. Donc, je trouvais ce résultat de votre travail très intéressant. Puis sur une autre chose, je me suis interrogée, c'est-à-dire en gros, calcul comme ça de coin de table, ça veut dire qu'on évite en coûts sociaux évités par jeune, dans ce travail qui est fait par les apprentis d'Auteuil, environ 10 000 € par jeune. Et je me suis dit à la fois, c'est extrêmement important d'avoir ce résultat. En même temps, il faut faire attention parce que le réflexe des économistes, je veux dire, c'est dire, mais si, bon, c'est super, on a évité 10 000 €, mais avec une autre politique, est-ce qu'on aurait pu éviter plus ? Vous voyez, c'est-à-dire de comparer avec d'autres actions publiques. Et ça me fait penser à tout un courant qui se développe en ce moment, que vous devez très bien connaître, qui est celui de l'altruisme efficace. Hein. C'est l'idée, il faut être efficace, quand on donne, il faut être efficace, c'est super important. Et à mon avis, ce courant de l'altruisme efficace n'est d'ailleurs ni altruiste ni efficace, c'est-à-dire qu'il consiste à réfléchir à l'efficacité de l'action
Ce qui conduit presque à dire, c'est super que les gens s'enrichissent parce qu'ils vont donner encore plus. Vous voyez? Et donc, c'est pas une critique que je vous fais, pas du tout. Hein. C'est juste, il faut avoir des warnings de tous les côtés, si je puis dire, dans les interprétations qui peuvent être faites d'études si importantes et si stimulantes soient-elles. Merci Françoise pour Je peux peut-être ce réagir commentaire. sur la partie études d'impact. Alors, je suis parfaitement d'accord avec vous. Hein, et d'ailleurs, dans les 9 études d'impact que nous avons faites, finalement, nous avons réussi à utiliser cette méthode des coûts évités dans 7 études sur 9, puisque pour 2 d'entre elles, ça n'était pas possible, notamment sur le programme DEMOS que vous connaissez bien de la Philharmonie de Paris, et puis sur un autre qui était la question de la recherche sur le cancer. Parce qu'évidemment, ne pas rechercher de traitement coûtera toujours moins cher que d'en chercher. Et donc, il y a un moment où il y a quand même des limites de ce type d'évaluation, de possibilité de faire ce type d'évaluation. Après, on l'a fait justement pour tester le modèle, et aussi, on l'a fait de manière très politique aussi pour finalement renverser ce discours sur la question du coût social de la générosité et avoir quelques exemples et s'adapter aussi au discours de nos interlocuteurs politiques pour qui ce type d'étude est très important. Mais avec toutes les limites et toutes les précautions d'usage que vous venez de prendre. Merci. Merci Laurence. Parmi les questions qui commencent à arriver dans le chat, je voulais peut-être en poser une première. La question de Sophie Etchegoyen. Constatez-vous des disparités régionales dans le don au-delà des critères, du critère des grandes métropoles? Ça rejoint le propos de Laurence sur la concentration en fait, de la générosité. Est-ce que c'est aussi visible voilà, sur les territoires? Oui, effectivement. Alors, vous pouvez retrouver l'étude, un baromètre de la générosité vision donateur. Il y a quelques chiffres qui sont publics, puisque c'est avant tout, dans toute son détail, une étude qui est réservée aux membres de France Générosité, mais vous avez les chiffres macro. Et sans surprise, on va retrouver dans les disparités régionales, finalement, un don qui est plus fort dans les grands centres urbains et dans, finalement, les poches, je veux dire, socio-économiques plus aisées, donc le littoral atlantique et le littoral méditerranéen. Merci. Il me semble aussi que dans d'autres études, je crois là aussi, si ma mémoire est bonne, de recherche et solidarité, il y avait aussi un focus sur certaines régions. Il y avait aussi, on a montré notamment que la région Grand Est et la région Alsace-Lorraine étaient aussi peut-être plus généreuses. Là aussi, il faudrait revérifier la méthodologie que d'autres régions et l'interprétation qui a été faite au-delà si on contrôle évidemment la question des revenus moyens des personnes dans ces régions, dans ces territoires, c'était aussi peut-être la culture locale, la tradition de donner à des associations locales qui était très forte. Donc, voilà, c'est un vaste sujet aussi, la territorialité des dons. En tout cas, merci d'avoir posé la question. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Une question de Franck Oui. Qui demande comment voyez-vous la forte montée du don en connaissance en vue et place du don monétaire? Il doit inclure le don qui de veut données. Prendre le sujet, ouais. Le don de données, de data notamment, je pense. Laurence, est-ce que vos membres ont besoin de ce genre de dons ou c'est plutôt accessoire par rapport aux dons financiers? Alors, enfin, je pense que oui, enfin, ça dépend. En fait, encore une fois, la réponse, elle ne va pas être si simple que ça va beaucoup dépendre de la mission sociale du membre et donc de la manière dont ce don de temps de données pourrait se faire. Donc là, je ne peux pas répondre. On n'a pas de data, nous, sur ce sujet-là pour le moment. Sur le don en nature, de manière globale, oui, mais sur spécifiquement… Je ne suis pas sûre d'avoir tout à fait compris la question. C'était le don de données, n'est-ce pas? Le don de connaissances. Le don de connaissances, d'accord. Donc, si on est sur du mécénat de compétences, là, pour le coup, effectivement, c'est des choses qui sont tout à fait développées. Françoise, peut-être que vous pouvez répondre. Non, je ne sais pas ce qu'il y a derrière la question. Enfin, il faudrait préciser la question, ce qu'on appelle le don de connaissances. Don de données, où est-ce que c'est la recherche ouverte et je ne sais pas dans quel sens c'est employé par la personne. Franck, vous voulez préciser? Vous pouvez ouvrir votre micro et préciser votre question. Oui, bonjour. Absolument. La question consiste à comment est-ce qu'on constate dans les pays anglo-saxons que les donateurs donnent aussi de leur savoir-faire, de leurs compétences pour des associations et pour différentes ONG, plutôt que de donner des dons financiers.
Et ma question est de savoir, est-ce que c'est un phénomène que l'on constate aussi chez nous ou pas? Plutôt que, je dirais que c'est très complémentaire, hein, c'est-à-dire le don, que ce soit sous forme de bénévolat ou de mécénat de compétences quand il s'agit d'une entreprise, est développé, pourrait se développer beaucoup plus encore, hein. Je crois qu'on a vraiment là un terrain de jeu considérable à développer. Parce que ce qu'on a constaté, hein, dans le cadre d'une ONG internationale qui s'appelle Focus Assistance Humanitaire, on s'est rendu compte que effectivement les donateurs soit donnent des dons en compétences, soit donnent des dons financiers. Mais ce sont jamais les mêmes qui donnent les deux. Et donc, est-ce que cette tendance qui est très anglo-saxonne, est-ce qu'elle commence à arriver chez nous aussi? Ou c'est encore peu usuel ou peu fréquent? Je ne sais pas si l'opposition est pertinente parce que vous pouvez donner, si vous voulez donner, vous pouvez donner les deux, mais c'est vrai que quand on donne son temps, on a le sentiment aussi qu'on donne, qu'il y a un équivalent matériel de son temps en quelque sorte. Tout à fait, oui. Oui. Ça, Mais c'est une constatation que l'on a faite oui. de voir que c'est pas les mêmes donateurs. Mm-hmm. Est-ce que, comme le temps passe, je voulais peut-être relayer une question d'Éric Duterte dans le chat. C'est peut-être une question pour vous, Françoise. Merci. Merci, Franck. Donc, spontané versus sollicité, oui, c'est ça? la part de l'environnement et de la sollicitation dans l'acte de don, finalement, par rapport aux motivations. C'est une question très, très importante. Alors, il y a un peu de littérature, alors qui n'est pas dite ainsi, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, où la sollicitation, suivant la manière dont elle est faite, peut produire des effets pervers. C'est-à-dire que je crois que... Bon, il y a des gens qui donnent avec l'objectif tout à fait précis aussi de bénéficier, par exemple, d'un avantage fiscal, etc. Mais il y a aussi des gens qui vont donner spontanément. Et si vous leur mettez sous les yeux de l'information sur un avantage qu'ils peuvent avoir, ils sont moins incités à donner. C'est très frappant dans le domaine de la santé. Il y a des travaux extrêmement intéressants là-dessus, sur le don d'organes, etc., où il faut être très prudent, c'est-à-dire c'est un don. Point barre. Et il ne s'agit pas ensuite de l'accompagner d'une information sur la manière dont on pourrait vous récompenser pour ce don. Alors, maintenant, il y a une deuxième manière de répondre à cette question. Il est extrêmement important d'informer les gens sur la possibilité de donner, sur le fait que même une petite somme peut avoir un sens. Moi, je suis très partagée sur l'arrondi en caisse, etc., toutes ces petites choses-là, mais bon, on pourrait en discuter. Mais sinon, informer les gens, ça, c'est autre chose. C'est-à-dire, il ne s'agit pas tant de la sollicitation que de l'information sur ce que va devenir son argent, sur ce qu'on va faire de son argent. Et sinon, dans les dons, il y a la tendance à vouloir à tout craint flécher le don, ce qui n'est pas toujours une bonne chose, parce que vous donnez une association, c'est à elle de voir quelles sont les priorités. Je me rappelle, par exemple, vous vous rappelez tous sans doute du tsunami, où les gens donnaient beaucoup pour les victimes du fameux tsunami en Asie, pardon, alors qu'il y avait d'autres causes qui avaient besoin d'argent et que beaucoup d'argent était déjà arrivé pour cet événement-là. Merci Françoise. J'ai aussi partagé dans le chat un court article sur LinkedIn qui synthétisait un petit peu cet effet pervers possible des incitations aux dons, notamment en s'appuyant aussi sur le travaux de psychologues qui ont été justement cités par Jean Tirole dans ses travaux à lui sur la motivation intrinsèque versus extrinsèque. Effectivement, il y a toute une réflexion sur le rôle finalement de l'environnement dans lequel se trouve le donateur, dans le fait qu'il va activer ou non sa motivation à donner. En fait, c'est le rôle finalement de the ask en anglais, ou la façon aussi dont on sollicite et récompense potentiellement le don. Alors, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a peut-être encore une question que je n'aurais pas vue dans le chat? Je me tourne aussi vers mes camarades. Beaucoup de ressources ont été partagées. Merci beaucoup à tous ceux qui ont mis des articles. Peut-être une question, Anne-Claire, tu avais peut-être une question à ajouter? Oui,
je crois qu'on a fait le tour des questions dans le chat. Moi, j'en avais une un peu, enfin, vraiment très, très ouverte. C'était passionnant de vous écouter toutes les deux et c'est assez évident à vous écouter combien, en fait, on a besoin de faire dialoguer les disciplines, c'est-à-dire en fonction de si on prend des lunettes d'économiste, si on prend des lunettes on va dire de spécialistes en sciences politiques, si on prend des lunettes de management, comme nous en école de commerce, on va pouvoir regarder finalement ce phénomène de différentes manières. Et il me semble que l'urgence, elle est quelque part dans le nécessaire dialogue entre les disciplines qui éclaire chacun un petit bout du phénomène. Donc, j'avais une question vraiment très, très générale de l'ordre de qu'est-ce que vous voyez comme étant une manière finalement de faire dialoguer ces disciplines. Quelle serait la bonne manière d'avancer pour qu'on arrête finalement de chacun regarder un petit peu par le petit bout de la lorgnette, même si par ailleurs on a besoin de profondeur dans chacune des disciplines pour être en capacité de vraiment aller au fond des choses. Donc c'est une question vraiment très, très ouverte, mais voilà, je trouve que c'est vraiment très, très parlant de pointer cette nécessaire pluridisciplinarité pour vraiment comprendre le fond du phénomène. Je peux dire un mot. D'abord, merci pour votre question, hein, qui est, enfin, c'est pas une question, enfin, qui est fondamentale. Je vais faire un aveu du point de vue des économistes. Enfin, c'est mon point de vue sur les économistes. J'en suis. On a tendance non pas à dialoguer avec les autres disciplines, mais à aller chercher dans les autres disciplines ce qu'on peut rentrer dans nos modèles. Je dirais que les autres disciplines, est-ce que les autres disciplines font la même chose? Je crois moins. C'est qu'on est une discipline un peu, c'est pas menthe religieuse, mais c'est un peu, bon voilà, on veut vraiment étendre nos modèles, quitte à les faire évoluer, mais en récupérant ailleurs. Et ça m'a beaucoup frappé, particulièrement enfin, dans mes spécialités, que ce soit la culture, le don, etc. C'est très frappant. Et je pense que c'est vrai qu'un vrai dialogue serait extrêmement fructueux. Parce qu'il y a des questions où on bute, où on ne sait plus à un moment répondre. Hein. Vous voyez, par exemple, il y a eu le développement très intéressant chez un économiste comme Andréoni de sa théorie du warm glow, c'est-à-dire le plaisir de donner. Et alors, il intègre ça ensuite dans les modèles pour voir quelle est la part de l'altruisme et du plaisir de donner, etc. Mais dans le fond, il y a un moment où on dit des banalités quelquefois. Alors, on les dit avec des super modèles formalisés, etc. Et je trouve que quelquefois, nous tombons dans des banalités. Il serait bon d'aller travailler de plus près avec les historiens, notamment, très importants sur le don, les sociologues, tous ceux qui travaillent en psychologie cognitive, etc., les spécialistes du management, etc., de manière plus égalitaire, dirais-je. Merci beaucoup, Françoise. Laurence, un mot là-dessus sur Je vais faire un petit complément de réponse. Je pense que c'est un peu l'idée de ce groupe de travail qu'on a lancé avec l'Institut français du mouvement associatif. C'est déjà de faire un état des lieux des connaissances pour savoir finalement qu'est-ce qui existe et puis de le faire à la fois avec les praticiens et avec les universitaires. Parce que ça nous permet quand même d'avoir aussi un regard appliqué, je veux dire, et puis de faire dialoguer ces deux mondes qui ne dialoguent pas tant que ça, en tout cas en France, sur ces questions des philanthropic studies. Et puis, évidemment, qu'avoir plus de lieux, je veux dire, de recherche croisée, comme la chaire de l'ESSEC, où on peut avoir finalement ces différentes disciplines qui se rencontrent et qui dialoguent. Je pense qu'on est très en retard en France sur la question de la recherche en philanthropie, de la recherche interdisciplinaire sur ce sujet-là. C'est vrai que c'est très avancé ailleurs. Et du coup, si on veut aussi arrêter de se faire calquer des modèles qui ne sont pas les nôtres, je pense que c'est hyper important de continuer. Et les têtes de réseau dont je fais partie, on a aussi notre rôle à jouer. Et puis, on a aussi notre rôle à jouer pour attirer des fondations et du financement de fondations sur ces sujets-là pour la recherche en France aujourd'hui. Voilà. Je suis désolée, par contre, il faut absolument que je file. Donc, je vais vous remercier pour la richesse de ce débat. Merci beaucoup, Laurence. Et merci, Françoise. Merci, Laurence. On va libérer, bien sûr. On va juste vous partager quelques infos sur les prochaines actualités de la chaire. Merci.
Et un grand merci, une fois de plus, à nos deux intervenantes qu'on peut là aussi voilà, remercier par des petits messages dans le chat ou voilà, par la pensée. Un grand merci, donc, Françoise et Laurence, pour votre intervention. Peut-être juste un mot sur les prochaines actualités de la chaire. On en a simplement mis 2 en avant. Notre podcast, vous pouvez vous abonner. On a sorti notre 20e épisode, le podcast La philanthropie en question, qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. C'est voilà, intéressant pour justement faire le lien avec le propos juste avant. On essaye de relayer des articles dans des journaux de disciplines très différentes qui parlent de dons et de philanthropie. Le dernier épisode, donc, vous retrouverez avec Anne Monnier, notre équipe, parle voilà, de mécénat d'entreprise dans une revue de management. Et puis, on voulait simplement vous rappeler 2 juin 2023, notez bien la date, c'est la nouvelle date pour notre conférence avec l'essayiste et journaliste Paul Valéry, qui a écrit cette somme incroyable qui s'appelle Philanthropy from Aristotle to Zuckerberg, tout un programme qui viendra donc nous le présenter pour la première fois en France à Paris. Donc, on sera très heureux de vous y accueillir. N'hésitez pas à déjà vous inscrire pour, voilà, pour participer à cette conférence. Anne-Claire, je te laisse la parole pour le mot de la fin. Oui, ben non, mais simplement vous remercier évidemment nos deux intervenantes. C'était passionnant et ce dialogue qu'on essaye de construire entre le monde académique et le monde de la pratique a montré une fois de plus sa grande valeur. Merci à tous. On a hâte de vous retrouver en présentiel. Le 2 juin, c'est en présentiel. On aura l'opportunité de boire un verre, de grignoter un bout tous ensemble après la discussion avec Paul Valéry. Donc, on espère vous y voir nombreux. Un grand merci à tous pour votre présence et donc à très, très bientôt. Au revoir à tous. Merci.